Rebonjour à toutes et à tous pour ce débat Nantes zéro carbone, les villes face au futur, face aux défis climatiques. On vient d'avoir un débat très animé avec Axel Neumaire notamment et la maire adjointe de Barcelone sur l'avenir du numérique. J'espère que le débat suivant le sera tout autant et aussi passionnant, aussi riche. La question qui est posée, c'est quelle mobilité pour le climat, dans les villes notamment. Et pour en parler, nous avons avec nous Bertrand Affilé, qui est le vice-président déplacement et transport public de Nantes Métropole. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous avons une autre élue, Julie Fraîche, qui est vice-présidente déléguée au transport et la mobilité à Montpellier. Bonjour. Vous êtes avec nous? Je crois. Enfin, en tout cas, normalement, vous êtes avec nous. Votre nom apparaît. Marie-Xavière Vauquier, vous êtes de Femmes en Mouvement, ex-directrice générale de la Fédération des usagers de la bicyclette. Je pense qu'on va parler vélo notamment, mais électrique notamment, mais pas que. On va peut-être parler bagnole aussi et vélo. Ça va être la guerre. On va voir que ça va être intéressant. Nous avons avec nous Cécile Prévieux, qui est directrice générale adjointe en charge des activités solutions clients chez Engie. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Benoît Calatayud, je n'ai pas écorché votre... C'est bien ça. Merci. Responsable transition énergétique chez BPI France. Bonjour à tous. Alors peut-être pour commencer à poser le décor à Nantes, moi, je me souviens d'avoir fait une des premières unes de la tribune. C'était quasiment tout le journal était consacré à la révolution du vélo. C'était avant même que on ait à Paris notamment toutes ces pistes cyclables magnifiques. Alors vous aviez pas mal anticipé à Nantes les mobilités douces. À l'époque, on nous disait, c'était pas le terme en usage, mais on parlait de vélo en ville. On savait qu'une révolution des transports se préparait. Qu'est-ce qu'il en a été? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et est-ce que c'est que le vélo ou c'est également finalement l'ensemble des nouvelles mobilités que vous prenez en compte? Bien, bonjour à toutes et à tous. En fait, c'est surprenant, Philippe, que vous commenciez par ça, parce que Nantes n'est pas réputée pour être une capitale de la pratique du vélo. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Il y a surtout beaucoup de... Il y a le sillon de Bretagne à Nantes, hein, et ça monte, ça descend. Mais en revanche, on était plus, je pense qu'on a été plus précurseur pour la réintroduction du tramway moderne en 1985. Donc là, ça remonte déjà à un bon moment. Et l'époque à laquelle vous faites allusion, c'est lorsqu'on a lancé en fait des services de vélo en libre service, à peu près en même temps ou à peu de choses près, peut-être un tout petit peu avant Paris, me semble-t-il. Un peu avant Paris, je crois. Un peu avant Paris. Et ça c'est vrai que c'était la volonté de développer les modes actifs, et en particulier le vélo à Nantes. Mais je crois qu'une politique de vélo ne se réduit pas à la mise en place de vélos en libre service. On échangeait juste avant que le débat démarre sur la nécessité d'avoir un espace public et notamment des pistes cyclables sécurisées et puis aussi des lieux de stationnement sécurisés. Et si on n'a pas ces deux éléments-là, en fait, la pratique du vélo, le principal repoussoir, c'est le sentiment d'insécurité qu'on peut avoir face aux voitures, notamment. Donc ici, c'est vraiment un des premiers éléments. Et c'est vrai que beaucoup de maires de l'agglomération à l'époque ont développé des pistes cyclables plus ou moins heureuses, en suivant, on va dire, les modes paradigmatiques sur leur organisation. Moi, j'ai tout connu. J'ai connu, par exemple, des pistes cyclables en site propre, très bien, qui fonctionnent. Puis 2-3 ans après, on dit non, faut arrêter ça, parce que les pistes cyclables où les cyclistes sont trop sécurisés, c'est pas bien, parce que quand ils se retrouvent dans le flot de circulation, ils ont pris des habitudes de confort et ils prennent des risques. Donc, il faut leur faire de petits rubans cyclables sur le bord, en marge, et c'est comme ça qu'on les oblige à être prudents. Ce qui, évidemment, a eu un gros effet, c'est de faire baisser drastiquement le nombre de pratiquantes et de pratiquants du vélo, parce que l'insécurité routière était réelle. Donc, vous avez raison cependant de commencer par ça, parce que c'est vrai que la première des mobilités décarbonées, c'est celle qui n'utilise pas de moteur à explosion, et c'est la marche à pied d'abord, et puis le vélo ensuite, et puis on peut imaginer aujourd'hui de nouvelles mobilités, la trottinette, les gyropodes ou d'autres nouveaux engins. Alors, quel est l'état des lieux de la situation des mobilités? Je commençais par le vélo, mais en fait, il faut commencer peut-être par la voiture. C'est l'un des sujets, c'est celle qu'on voudrait voir moins dans les centres-villes notamment. Et quelle lecture vous faites, et on va en parler avec les uns et les autres, avec les changements effectivement nécessaires, avec la crise Covid qui conduit un certain nombre de gens, on en parlait tout à l'heure avec certains, qui veulent vivre en périphérie, voire en deuxième couronne, comme on dit, alors de Nantes comme de la plupart des grandes métropoles, parce que le télétravail change les modes de vie.
Alors, vouloir vivre Faire revenir la voiture, peut-être la voiture, en tout cas le besoin de mobilité. En dehors du cœur d'agglomération et ne pas vouloir utiliser les transports en commun, ça commence à devenir difficile, par exemple. Pourquoi? Parce que plus on s'éloigne du cœur d'agglomération, plus les distances à parcourir sont importantes. Donc ça veut dire que le vélo, voire même le vélo assistance électrique, deviennent parfois un peu difficiles à mettre en œuvre, surtout dans un climat comme le nôtre. Et en revanche, les transports en commun ont constitué une bonne réponse jusqu'à présent, sauf que les transports en commun ont un inconvénient en période de pandémie, c'est que les gens ont peur. Les gens ne le prennent pas. Moins 30%. Voilà, moins 30% dans la fréquentation des transports en commun. Ça revient là un peu? Ça revient un petit peu, mais surtout le grand gagnant, c'est quand même le vélo, hein, puisque mon collègue Nicolas Martin, avec qui je travaille sur le sujet, a coutume de citer deux chiffres qu'on met en parallèle. 2019-2021, une enquête sur la pratique du vélo, on serait passé de 70 000 à 130 000 déplacements par jour en moyenne à vélo sur l'agglomération nantaise. Donc ça, c'est un indicateur important et je pense que toutes les Nantaises et tous les Nantais l'ont bien remarqué. On a des embouteillages aujourd'hui sur les pistes cyclables qu'on n'observait pas avant. Et comment se passe la cohabitation avec la voiture? Parce que les gens, s'ils ont moins pris les transports en commun, ils ont voulu prendre peut-être plus leur voiture individuelle. On a aussi une baisse du trafic voiture assez significatif. Et même encore aujourd'hui, on doit être à moins 6 ou moins 7% par rapport à 2 ans, par rapport à 2019. Donc il y a moins de voitures qui circulent, même si on ne s'en rend pas forcément toujours compte, parce que notamment sur les heures de pointe, elles sont toujours présentes. Et on a profité de la période du Covid, et notamment de la fin de l'année dernière, la fin du confinement, pour mettre en place de l'urbanisme tactique. On a mis en place de nouvelles pistes cyclables, on a fermé des rues à la circulation routière et on a expérimenté et on a fait le bilan et on a vu que dans un certain nombre de cas, dans la majorité des cas d'ailleurs, on a maintenu et donc ça veut dire qu'on va avoir vocation à pérenniser et à fermer par exemple sur le quai de la Fosse, il n'y a plus qu'une voie de circulation entrante et ça pour les Nantais c'est particulièrement sensible, alors qu'à côté on a largement augmenté, accru l'espace pour les vélos, même si on a une partie qui est partagée avec un couloir de bus qui sert un peu beaucoup en ce moment. Quand on essaye d'anticiper, on va en reparler avec les uns et les autres, les investissements nécessaires, les nouvelles infrastructures, il faut aussi penser à la voiture électrique qui explose. Qu'est-ce que ça veut dire pour une ville comme la vôtre en termes de mise en place on parle des bornes, alors il y a les bornes publiques, il y a les bornes dans les copropriétés, c'est un des principaux sujets. Alors le principal sujet aujourd'hui, c'est les bornes sur l'espace public et ça va nous obliger à revenir sur notre doctrine. Pourquoi? Parce qu'à Nantes, on avait développé des bornes de recharge, y compris pour les vélos d'ailleurs, dans les parkings relais ou dans les parkings en ouvrage, payants notamment en centre-ville. Et là, ce que les gens nous disent, c'est que ça ne suffit plus et il nous faut des bornes sur l'espace public. Le problème, c'est qu'on est en voie de partage de l'espace public avec davantage de place pour le vélo, pour les piétons, moins de place pour les voitures. Et donc, il y a une mise en tension parce que si on crée des voitures ventouses, notamment parce qu'on ne va pas avoir systématiquement partout que des bornes de recharge rapide, ça veut dire qu'on va avoir de l'espace public qui va être occupé par des voitures pendant une demi-journée, alors qu'une bonne partie de notre travail, c'est précisément de faire en sorte de dégager les bagnoles de l'espace public. Donc là, il y a un peu une contradiction entre les deux. Donc à charge pour nous de régler ça, de trouver des espaces. Vous avez des solutions en tête? On aura sans doute des parkings en ouvrage ou des parkings en sous-sol, et puis sans doute des partenariats, mais là du coup c'est le modèle économique qui est questionné, des partenariats avec des opérateurs privés. Jusqu'à présent, par exemple, il y a un certain nombre de grandes surfaces qui offraient et qui continuent à faire la recharge pour leurs clients. On peut trouver sans doute d'autres entreprises qui pourraient avoir cet intérêt-là aussi. Par exemple, une borne de recharge pour des salariés ou pour des véhicules de société qui pourrait être partagée aussi avec du grand public. Mais là se pose la question du modèle économique, qui paye, comment on organise les choses. Et là, c'est vrai que le numérique pourra sans doute être extrêmement utile pour nous. Merci. Alors, on va quitter le Sud. Julie Fraîche, si vous nous entendez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu peut-être le cas de Nantes. Qu'en est-il à Montpellier en termes de réflexion sur les mobilités, un sujet qui est vaste? On a essayé de brosser les nouvelles mobilités, le vélo, l'arrivée de la voiture électrique. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre métropole?
Alors nous, à Montpellier, donc nous sommes arrivés aux responsabilités il y a maintenant un an avec le maire et le président de la métropole, Michael Delafosse. Et donc c'est vrai que pour nous, la mobilité est vraiment une des priorités et un sujet majeur. D'ailleurs, sur l'investissement, hein, sur les mobilités qu'on va faire au cours du mandat, on est sur près d'1 milliard d'euros sur 1,5 milliard d'investissements. Donc vraiment, on a pris beaucoup de retard dans notre métropole. On souhaite provoquer un choc des mobilités, aussi bien sur la question de l'offre et de la demande, aussi bien sur les infrastructures, mais après sur tout ce qui concerne le soft, voilà, sur l'accompagnement aussi au changement, sur la transition. Et pour nous, il était nécessaire de mieux partager la voirie. C'est pour ça que sur les 3 premiers mois de notre mandat, nous avons supprimé toutes les 2 fois 2 voies de la ville au profit du partage de voirie en faveur des modes actifs, avec une politique de marchabilité pour élargir les trottoirs lorsque ils étaient trop étroits, pour laisser passer finalement de manière confortable voilà, des piétons, des hommes ou des femmes avec une poussette ou des personnes à mobilité réduite. Ensuite, une voie qui avant était réservée aux voitures pour le vélo, et donc nous l'avons fait à l'échelle de la ville sur toutes les 2 fois 2 voies. Donc effectivement, on parle de choc des mobilités parce qu'aujourd'hui dans la ville, ce partage-là très rapide, ben voilà, il faut l'accompagner. Et donc pour ça, nous accompagner notre approche systémique des mobilités avec la gratuité des transports. En plus, c'est vrai qu'on a pensé avant cette gratuité. Je pense qu'aujourd'hui, elle est rendue encore plus nécessaire compte tenu de la baisse de fréquentation dans les transports après la crise sanitaire. Nous, aujourd'hui, on est revenu à une fréquentation de l'ordre de 60% comparé voilà, au même moment avant la crise sanitaire. Donc, il y a vraiment un enjeu voilà, de rassurer la population pour qu'ils reviennent dans les transports en commun, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ne se sont pas tous mis au vélo. Hein. Il y en a qui sont retournés dans leur voiture. Donc nous, l'objectif, c'est évidemment de lutter contre l'autosolisme par finalement une palette d'alternatives à la voiture individuelle, que ce soit les transports en commun via la gratuité des transports, sur nos bientôt 5 lignes de tramway, sur les futurs bus à haut niveau de service. Je sais qu'à Nantes, il y a le chronobus, donc un peu sur ce même modèle. Puis ensuite, notre réseau de lignes urbaines et suburbaines. À côté de ça, on investit aussi beaucoup sur l'autopartage, pas que sur l'espace de centralité, mais aussi sur les zones périurbaines, sur le covoiturage, sur le développement massif des plans de déplacement employeur, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi, enfin, on touche vraiment aux habitudes des gens. Avec, voilà, le matin, on part, on va amener ses enfants à l'école, donc il y a vraiment toute une réflexion aussi sur le chemin de l'écolier, aussi bien vis-à-vis des écoles maternelles, primaires, donc là c'est effectivement sur la strate municipale, mais aussi avec le département pour travailler les accès aux différents collèges, pour finalement construire une ville à hauteur d'enfants. Et donc aujourd'hui que la jeunesse montpelliéraine des 31 communes de la métropole puisse se rendre en mode actif jusqu'à leur établissement scolaire. Donc c'est vrai que j'entends le débat sur les aménagements cyclables séparés ou non de la chaussée automobile. Nous, clairement, on fait le choix voilà, d'une séparation parce qu'on sent bien qu'il y a un besoin de sécurisation, et plus le réseau sera sécurisé, plus on arrivera à mettre des cyclistes sur les pistes, plus on arrivera aussi à amortir l'augmentation de la fréquentation due à la gratuité, et donc à diminuer le nombre de personnes qui, le matin, prennent leur voiture pour se rendre au travail. Parce qu'à Montpellier et dans sa métropole, 57% des déplacements font moins de 3 km. Donc on a une marge de manœuvre extrêmement importante pour augmenter la part modale des modes actifs comme des transports en commun. Merci beaucoup. Alors peut-être pour rester sur les mobilités les plus décarbonées, c'est-à-dire la marche ou le vélo, peut-être demander à Marie-Claire Vauquier de prendre le micro et nous dire un petit peu, donc vous voulez en parler à la fois de façon générale, mais on avait cette discussion pendant le déjeuner aussi sur l'inclusivité de cette nouvelle mobilité, notamment pour les femmes et, j'allais dire, pour les personnes les plus âgées. Pas forcément facile de reprendre le vélo. Alors, donc moi je suis Marie-Xavière Vauquier et donc je suis la présidente de Femmes en Mouvement. Femmes en Mouvement, c'est un réseau professionnel féminin qui a été créé à mon initiative il y a 6 ans maintenant. Et l'idée au départ, c'était que les femmes en fait aient voix au chapitre dans les tribunes, dans les colloques. Donc c'est réussi pour aujourd'hui. Et aussi on s'est aussi rendu compte quand on a organisé notre premier événement qu'en fait il y avait un vrai sujet en fait sur la mobilité des femmes, sur la façon dont les femmes se déplaçaient, et que nous-mêmes femmes expertes de ces sujets-là, en fait on l'avait complètement intégré et on n'en était même pas consciente.
Et en fait, quand on creuse un peu, quand on se met à regarder avec un œil genré, en fait, la façon dont les gens se déplacent, donc les hommes et les femmes, en fait, on n'a pas les mêmes pratiques. On n'a pas les mêmes pratiques parce que, en fait, on n'a pas les femmes et les personnes vulnérables, et y compris les personnes âgées, sont pas, en fait, ce qui est dans l'esprit de. En fait, on fait des transports. Les transports, c'est un sujet qu'on voit toujours depuis son propre point de vue. C'est-à-dire qu'on a tendance à appliquer à une réflexion de transport sa propre mobilité. C'est-à-dire que moi, qui suis une cycliste aguerrie, je vais me dire, en fait, le vélo, c'est facile. Alors que quelqu'un qui, en fait, aime sa voiture va me dire, non, le vélo, c'est n'importe quoi. En fait, le truc, ce qu'il faut, c'est faire de la place à la voiture en ville. Or, dans un contexte, en fait, de transition sur les mobilités, le transport, c'est 30% des émissions de CO2. Donc, en fait, il y a un vrai enjeu et on se rend compte de son urgence. Sur le transport, il faut réussir à prendre de la distance et à regarder, en fait, tous les publics. Et regarder tous les publics, ça veut dire, c'est pas regarder simplement des gens en pleine possession de leurs moyens et des hommes, mais c'est aussi regarder les femmes, parce que les femmes, en fait, quand on a des bébés, eh ben, on est des PMR, on est des personnes à mobilité réduite. Moi, j'invite à organiser une course de femmes enceintes. On va pas aller très vite, en fin de grossesse, je veux dire. Et donc, par exemple, nous, on va vivre en fait ce que c'est qu'une invalidité partielle très souvent dans notre vie, alors qu'un homme, en fait, il faudrait qu'il se casse la jambe. Et heureusement pour vous, messieurs, vous vous cassez pas tous la jambe. Et donc, du coup, vous allez vivre ça que quand vous serez vraiment âgé, et ça sera trop tard, en fait, pour mettre ça en œuvre quand vous serez aux manettes. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Et en fait, toutes les politiques où on ne regarde pas en fait, cet aspect genré, on passe à côté d'une grosse partie de la question. Et par exemple, c'est vrai que sur le vélo, en fait, il faut regarder avec les lunettes du genre parce qu'il y a des statistiques qui sont vraiment probantes là-dessus. Une ville qui est avec des infrastructures cyclables qui sont vraiment sécuritaires et safe, en fait, c'est une ville où il va y avoir une parité dans les déplacements. C'est-à-dire que les femmes, elles vont oser prendre le vélo, elles vont aussi oser prendre le vélo pour les déplacements chaînés. Vous disiez tout à l'heure, quand on voit les femmes à vélo, c'est que la politique cyclable a réussi. Oui, parce qu'en fait, ça veut dire qu'elles vont prendre leur vélo, pas seulement pour aller au travail, mais aussi pour déposer les enfants à l'école, pour aller faire des courses, etc. Et ça, c'est le poids des stéréotypes, de la séparation des tâches à la maison, etc. Les femmes habitent, en général, le travail de la femme est plus proche. Alors c'est en général, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais en général, madame travaille de façon plus proche du domicile que monsieur, par exemple, et donc en fait, elle va faire des déplacements que monsieur ne fera pas parce que X ou Y, quoi. Et donc du coup, ça c'est vraiment important. Et à côté de ça, on constate que ce sont les femmes en fait qui se font le plus, qui sont victimes en fait des plus gros accidents poids lourds vélo, parce que en fait, elles osent pas se mettre devant les vélos, devant les camions au feu. Et résultat des courses, quand le camion tourne, en fait, il voit pas la personne qui est dans son angle mort, qui pour le coup porte bien son nom. Et du coup, vous avez en fait une surreprésentation des femmes dans ces statistiques de mortalité routière, qui sont des statistiques infiniment plus faibles que les statistiques de la mortalité routière autoroutière. Vous avez les chiffres justement? Si vous voulez diminuer sur les différents types de mortalité par mobilité. Messieurs, ne partez pas en courant, et ça n'a rien de personnel. Mais non, mais vous êtes là pour nous le dire. On est là pour apprendre. Moi-même, j'ai appris ces chiffres il n'y a pas très longtemps, mais si vous voulez diminuer de 90% la mortalité routière au volant, il faut enlever le permis de volant à messieurs. Parce que, en fait, il y a plus de kilomètres parcourus. Non, mais c'est aussi brutal que ça, en fait. C'est vraiment extrêmement brutal. Et en fait, moi, je le constate tous les jours sur mon vélo. Les jeunes gens qui se mettent en danger, ce sont des garçons. Les filles, en fait, elles ont beaucoup moins des comportements à risque. Et vous avez qu'à regarder les derniers reportages de Biclou. Les garçons qui font en fait du vélo sur la roue arrière dans la rue de Rivoli, ce sont des gangs de jeunes gens, des jeunes gens extrêmement talentueux. Moi, j'aimerais être en capacité de faire ce qu'ils font avec leur vélo. J'en suis strictement incapable. J'arrive même pas à lâcher le guidon. Mais voilà. Donc en fait, il faut, sur les questions de la mobilité, si on veut passer vers des nouvelles mobilités, il faut vraiment regarder comment hommes et femmes se comportent, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la même approche de l'espace public, et si vous ne prenez pas ce regard-là, du coup ça ne changera pas. Une dernière question, quelle approche vous avez sur la cohabitation de toutes les mobilités? On parle beaucoup de mobilité douce. Quand on voit parfois la rue de Rivoli, pour ne pas la citer, mais j'imagine on a un peu l'impression que c'est la jungle entre les trottinettes, les vélos, les piétons, sans parler des bus qui essayent de traverser par quelques transversales que Madame Hidalgo leur a laissées. Alors, moi, je ne crois qu'aux statistiques. Et les statistiques disent que les mobilités douces, en fait, c'est des mobilités qui sont moins brutales. Elles sont assez violentes quand même, ces mobilités. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Si vous prenez le nombre de gens... Il n'y a pas un problème d'éducation quand même parce qu'on nous a donné ces objets, ces possibilités. J'ai un peu l'impression que dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, il y a quand même un problème de civisme, y compris d'ailleurs des cyclistes.
Non, il y a un problème d'éducation, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir prendre le volant d'une voiture, en fait, on va vous faire passer un permis, on va vous donner des heures de cours et vous allez avoir des obligations et des devoirs en face. Ça, c'est très clair. C'est voilà. Sur le vélo, effectivement, vous pouvez prendre un vélo que vous ayez appris, par exemple, je sais pas, dans votre petite ville, à la campagne, dans le square et tout, et puis vous allez vous lancer dans la grande ville. Et il y a aussi le vélo électrique. Et le vélo électrique, c'est aussi un engin qui est plus lourd, qui va plus vite et qui est plus difficile. Moi, je vais vous dire, je ne mettais pas de casque jusqu'à ce que je rencontre en fait une jeune femme qui était tombée à un endroit un endroit protégé des voitures pour le coup, et elle avait un œuf comme ça sur le front, et elle était en vélo électrique, et du coup, elle allait plus vite, et du coup, elle s'est fait plus mal. Et du coup, moi, j'ai mis un casque. Et donc, il y a encore peu de temps, je travaillais à la Fédération des usagers de la bicyclette. Là, il y a tout un plan en fait pour apprendre aux enfants justement à aller au collège, parce qu'il y a une différence entre se baigner au bord de la mer et nager. Ben, c'est pareil sur le vélo. Il y a une différence entre savoir pédaler, c'est-à-dire avoir l'équilibre en fait sur le vélo, et savoir s'insérer dans la circulation, anticiper les dangers, anticiper les piétons. Moi, je vais vous dire, j'ai eu un accident il n'y a pas très longtemps. C'est simple, c'est 2 piétonnes qui ont traversé littéralement sous ma roue. Elles se parlaient l'une à l'autre. Elles ont traversé sous ma roue. J'ai fait un soleil et je me suis retrouvée par terre. Et comme j'avais mon casque, j'ai pas eu grand-chose. Mais il y a vraiment, en fait, le vélo, on n'apprend pas aux gens à faire du vélo, et il faut leur apprendre. Et apprendre aux gens, ça ne veut pas dire mettre forcément des permis et des obligations. Ça veut juste dire en fait donner les fondamentaux pour réussir à s'insérer. Voilà. Puis après, il y a des questions de civisme parfois, mais enfin, c'est vrai aussi pour les automobilistes. Mais voilà, enfin, c'est vrai pour tout le monde. Comment dire, vous savez, le vrai danger aujourd'hui à Paris, c'est les gens qui marchent en regardant leur smartphone. En réalité. Voilà. Alors, on va passer peut-être à d'autres débats sur les mobilités décarbonées après avoir fait cette entrée en matière. Et peut-être effectivement avec Cécile Prévieux, qui est donc, je le rappelle, directrice générale adjointe en charge des solutions clients chez Engie, parler de cette multiplicité de solutions pour décarboner aujourd'hui l'automobile sur lequel vous travaillez. Alors, ça a été dit, hein, les transports, c'est 30% des émissions de CO2 en France, hein, donc c'est énorme. C'est un secteur qu'il est difficile de décarboner. D'abord, c'est un enjeu donc, environnemental. C'est aussi un enjeu de santé, puisque dans les villes, ça contribue évidemment à la pollution, CO2, particules. Et puis, c'est aussi un enjeu de nuisance sonore, hein, puisque ça fait beaucoup de bruit et ça pollue aussi les oreilles. Voilà, donc c'est bien sûr des enjeux importants. Donc, comment aujourd'hui, avec toutes ces transformations, eh bien, on peut décarboner les transports. Donc, notre vision chez Engie, c'est clairement d'avoir une approche multi-énergie. Hein, comment on remplace ces énergies fossiles par d'autres carburants plus propres. Donc multi-énergie parce qu'il faut qu'on s'adapte aux usages. Selon les solutions, c'est pour certains usages, pas pour tous les usages. Il faut aussi qu'on choisisse la meilleure solution au bon moment et pour le bon trajet. Donc en particulier, si je parle concrètement hein, de solutions aujourd'hui décarbonées, la mobilité électrique, c'est plutôt pour les véhicules légers, c'est plutôt pour des trajets urbains, périurbains. Donc ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui et c'est ce sur quoi on peut agir aujourd'hui. On a également la mobilité bio-GNV, hein, donc décarbonée également par rapport à la mobilité au fuel. Donc cette mobilité-là, elle est plutôt pour des véhicules plus lourds, donc évidemment le transport logistique, mais aussi les bus, les bennes à ordures. C'est des solutions matures et rentables et compétitives aujourd'hui. Demain, on prépare également la révolution hydrogène renouvelable, qui pourra encore plus décarboner donc, le bio-GNV, hein, donc passer à du carburant vraiment très propre. Là aussi, pour aujourd'hui, et c'est déjà le cas dans certaines collectivités, des flottes captives, bennes à ordures ou bus, demain des trains, puisqu'aujourd'hui la SNCF réfléchit avec les régions pour, au lieu d'électrifier des lignes, les passer à l'hydrogène ou au moins sur des véhicules et des locomotives bimodes. Voilà, donc ça, c'est vraiment s'adapter aux usages. Alors, en tant qu'énergéticien, qu'est-ce qu'on peut apporter dans nos savoir-faire auprès des collectivités, auprès des décideurs publics, dans le cadre de partenariats publics-privés? D'abord, c'est l'investissement dans les infrastructures, puisqu'évidemment, c'est absolument clé, l'infrastructure. Hein, c'est un peu toujours la poule et l'œuf, le véhicule, mais s'il n'y a pas assez de stations, il y a un problème d'adoption. Donc, investir dans des stations, hein, exploiter ces stations. On parlait tout à l'heure de voirie publique, hein, bien sûr. On a des solutions aussi d'investissement avec des autorisations d'occupation du domaine public. Hein, et donc, l'acteur privé prend son risque hein, sur effectivement les volumes.
On a également des compétences pour verdir les carburants, donc fournir de l'électricité verte, produire de l'hydrogène décarboné. Pareil sur le bio-GNV, produire aussi du biométhane. Et enfin, c'est l'expérience client. Et ça, c'est vraiment absolument clé sur l'adoption de ces nouveaux de mobilité. Quand vous avez un véhicule classique, essence ou diesel, vous avez l'habitude, vous passez à la pompe, c'est très facile, vous payez, vous repartez, en quelques minutes, c'est fait. Quand vous passez à ces nouveaux véhicules, notamment véhicules électriques, c'est plus compliqué. Il faut trouver où sont les stations de recharge. Il y a des sujets d'autonomie, il y a des sujets aussi de paiement. Et donc pour ça, on travaille vraiment pour rendre l'expérience client la plus simple possible. Donc en général, on parlait d'occupation d'espace public, mais un véhicule électrique, vous avez le stationnement et la recharge en plus. Donc vous pouvez aussi stationner pendant quelques heures. Quand vous avez une recharge normale, ça peut durer effectivement un certain nombre d'heures, mais vous pouvez laisser la nuit sur des places de stationnement publiques votre véhicule et avoir le stationnement gratuit en même temps que vous rechargez votre véhicule. Vous avez également toute l'interopérabilité qui est absolument nécessaire. Donc, tout ça se fait évidemment avec des couches digitales pour pouvoir, avec son véhicule, lorsqu'on passe la frontière, lorsqu'on change de réseau, pouvoir aussi recharger son véhicule. Et puis, bien sûr, tous les modes de paiement possibles, le téléphone portable, la carte bancaire, donc qu'on puisse s'adapter aussi à tous ces modes de paiement. Et enfin, il y a aussi différents services. Vous avez la recharge rapide, c'est certes plus cher, mais vous pouvez en 5 minutes recharger 100 km. Puis vous avez des tarifs moins chers pour toute la nuit, laisser votre véhicule à charger. Voilà, donc tout ça, on travaille sur tout ça, puisque l'idée, c'est vraiment de faciliter l'adoption dans les grandes métropoles, ce basculement, c'est pas toujours facile. Et donc, c'est vraiment ça qu'on peut apporter auprès des décideurs publics pour accélérer cette adoption. Alors, sur les bornes électriques, c'est quand même le sujet majeur pour l'adoption de ce mode de propulsion. On est à 30 000 bornes à peu près, je crois, ou 33 000. Et il y a un plan 100 000. Et les Allemands sont déjà, je pense, à ce résultat. Et on voit bien qu'on a pris un retard considérable. Et on a un vrai problème de savoir si on aura une adéquation en fait entre ces nouveaux usages qui sont on ne sait pas très bien ce que les gens vont faire avec leur voiture électrique, est-ce qu'ils vont partir en vacances avec. Donc, est-ce que vous avez une idée du rythme que vous pouvez en tout cas contribuer de mise en place, d'investissement? Est-ce que c'est pas forcément facile à modéliser? Alors, sur le véhicule électrique, c'est tout un écosystème. C'est les constructeurs et effectivement le déploiement des infrastructures. Aujourd'hui, il faut quand même dire qu'en France, ça décolle énormément. Je prends des chiffres à fin mai, par exemple. Dans tous les véhicules vendus, 14% des véhicules étaient électriques, véhicules neufs, en mai 2021. C'était la moitié en mai 2020. Donc, on a vraiment une accélération côté constructeur et adoption également de gens qui prennent les véhicules électriques. Il y a les nouvelles normes qui vont être décidées par Bruxelles. Il y a des normes, effectivement, les normes café, depuis le 1er janvier Volkswagen a annoncé qu'il ne fera 2021. plus de véhicules thermiques à partir de 2030. Voilà, il y a aussi l'Europe qui veut arrêter complètement les véhicules thermiques à l'horizon 2035. Donc ça, c'est des signaux très forts. Aujourd'hui, les constructeurs ont des pénalités s'ils ne respectent pas des normes de plafond d'émission de leur flotte. Donc tout ça va dans le bon sens et donc incite aussi au passage aux véhicules électriques. On a de plus en plus d'autonomie qui sont proposées aussi. On est parti sur 300 km, là on va plutôt vers du 500 km. Et en termes d'infrastructure, donc j'ai parlé sur les villes, on a des modèles de voirie publique où effectivement on prend le risque d'installer des stations sans garantie de volume, mais on essaie d'augmenter l'adoption. On travaille bien sûr avec des clients privés, avec tout ce qui est distribution, Carrefour, Leclerc, où on peut effectivement aussi avoir des véhicules, des bornes en partage. On a également tout ce qui est stationnement privé. Et puis, il faut aussi savoir qu'il y a un réseau de bornes très rapide qui est en train de se déployer sur le territoire. Aujourd'hui, à l'horizon 2023, il y aura une obligation sur toutes les autoroutes à avoir au moins une borne électrique dans chaque station sur les autoroutes. Donc il y a un grand élan aujourd'hui. C'est le grand embouteillage. Alors. Voilà, niveau autoroutier pour équiper de bornes électriques, donc de bornes rapides. Il y en aura plus qu'une quand même.
Voilà, donc on appelle ça des hubs, mais à minima, il faut qu'il y ait un rechargement électrique. Donc pour toutes les Après, beaucoup de gens vont autoroutes se en recharger France. chez eux, hein, on le sait bien. Mais Alors, le jour des départs en évidemment, vacances, ça risque quand même de créer évidemment, un petit problème. 80% de la recharge se fait à domicile, mais il faut qu'on puisse mailler le territoire. Et là aussi, ça accélère énormément. Il y a beaucoup aujourd'hui de projets d'équipement, donc dans des hubs de recharge très rapide. Aussi proche des autoroutes, hein, entre les milieux urbains et les autoroutes, pour pouvoir en fait mailler de plus en plus le territoire et faciliter les recharges. Alors Benoît Calatayud, on vient de parler de ces révolutions. À l'origine de ces révolutions, vous êtes chez BPI France, c'est des révolutions technologiques, des innovations de rupture. Il y en a deux, en gros, hein, pour simplifier, dont vous pourriez nous parler, c'est les nouvelles batteries, enfin les batteries et les batteries recyclables notamment. Donc il y a toute une nouvelle économie, un nouvel écosystème. Le président de la République a inauguré à Douai une première usine. Tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Et puis il y a une deuxième révolution, c'est celle de l'hydrogène, alors peut-être un peu plus éloignée. Là aussi, il va falloir produire de l'hydrogène vert. Autre révolution technologique. Effectivement, des révolutions technologiques importantes à venir, mais je tenais à rappeler peut-être en propos liminaire les enjeux qui ont été rapidement abordés par Engie s'agissant de la mobilité, mais au-delà du fait que la mobilité au sens large en France génère à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre et un tiers des émissions de CO2 si on grossit le trait. L'objectif en 2050 est la neutralité carbone au niveau européen et au niveau français. Le titre du forum aujourd'hui est Nantes zéro carbone, mais s'agissant de la mobilité, on parle de neutralité carbone, ce qui est légèrement différent. On pourra revenir sur la notion qui concerne le flux et le stock. En tout cas, l'idée étant de réduire les émissions, mais aussi de les capter derrière. En tout cas, les contraintes sont extrêmement fortes. L'Europe agit, les villes agissent, les États agissent sur la transition de la mobilité terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne. Alors effectivement, à BPI France, on accompagne cette transition d'un point de vue financier. Vous savez que donc, BPI France est la banque publique d'investissement, créée fin 2012, et qui a tous les métiers d'une banque commerciale traditionnelle, avec un axe très fort en matière d'innovation qui vise à accompagner l'émergence et le développement de technologies innovantes en matière de mobilité, par exemple. Alors, avant de parler de batterie et d'hydrogène en particulier, je tenais à souligner aussi l'intérêt de ces débats et je remercie les organisateurs aujourd'hui de nous réunir parce que le sujet de la mobilité et tous les sujets dont on parle pour atteindre la neutralité carbone concernent tous les pans de la société et tous les acteurs. Et je suis très heureux de ne pas me retrouver à une table ronde uniquement constituée de financeurs ou d'investisseurs, et au contraire d'un panel assez élargi d'intervenants, puisque collectivement, public-privé, on fait face à des défis extrêmement importants. Alors, s'agissant de la mobilité, ce qu'il faut voir, c'est en premier lieu, on passe d'un monde où on a une technologie pour tous les usages. Le thermique s'applique à tous les usages, que ce soit des usages urbains, ruraux, petite distance, longue distance, véhicules légers, véhicules lourds. Là, on entre dans un monde avec des technologies pour plusieurs usages. Alors nous, à BPI, on agit sur les technologies, on finance les technologies, mais aussi on finance les usages. Et c'est vraiment ces deux piliers qui permettront d'atteindre la neutralité carbone. Alors commençons par les technologies. Vous l'avez rappelé, le sujet des batteries est fondamental, puisque l'enjeu pour l'Europe, non pas seulement pour la France, mais pour l'Europe, est de structurer une filière de batteries au niveau européen. Vous savez qu'aujourd'hui, la très grande majorité des batteries est produite en Chine. Or, cela pose problème au-delà des défis commerciaux si la Chine décide d'un seul coup d'augmenter le prix des batteries, pour le dire simplement. Ça pose aussi des questions au niveau technique, puisque les batteries se transportent très mal et se stockent très mal. Donc l'idée, c'est de réduire les distances entre les zones de production de batteries et les constructeurs. C'est ce qui est en train de se passer, vous l'avez rappelé, dans le nord de la France, mais aussi dans tous les pays européens, en Norvège, enfin, dans les pays scandinaves, en Allemagne par exemple. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de contribuer à ça. Il y a un grand plan batterie qui a été lancé par l'Europe et décliné en France, et dont BPI France est un des opérateurs, avec des montants très significatifs pour structurer toute une filière de batterie, y compris son réemploi et son recyclage.
Donc ça, c'est sur le sujet des batteries. Effectivement, on agit de manière très forte. Sur le sujet de l'hydrogène, là aussi, et ça a été dit brièvement, l'enjeu est de structurer une filière d'hydrogène décarbonée en Europe et en France. On part de très loin, puisque l'hydrogène aujourd'hui, vous le savez, est produit de manière carbonée et répond à des usages très très majoritairement industriels. Donc on ne parle pas du tout d'hydrogène dans la mobilité aujourd'hui, et on ne parle pas du tout d'hydrogène décarboné aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est vraiment de développer de l'hydrogène décarboné, produit à partir d'électrolyse de l'eau. On fait passer du courant électrique dans l'eau et ça sépare la molécule d'H2O entre hydrogène et oxygène. Et l'idée étant que cet hydrogène réponde à plusieurs usages, des usages industriels et de mobilité. Lourde, en l'occurrence longue distance, train, bus, camion. Il y a un exemple très marquant près d'ici, puisque BPI France accompagne une entreprise qui s'appelle Life, que certains connaissent peut-être à Bouin, près de Noirmoutier, et qui vise à structurer un écosystème de ce que je décris, un écosystème d'hydrogène décarboné, donc produit à partir d'éoliennes offshore. Donc c'est particulièrement stimulant et intéressant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à consulter leur activité, dont c'est LHYFE. Donc pour terminer, effectivement, BPI France se positionne très fortement, je l'ai dit, sur les technologies, mais aussi sur le financement des usages. On est actionnaire d'une entreprise qui s'appelle Getaround, anciennement Drivey, et qui vise, elle, à mutualiser l'usage du véhicule. Donc l'enjeu, c'est non seulement d'agir sur le développement des technologies, je l'ai dit, mais aussi sur les usages qui, in fine, conduisent à réduire l'usage des véhicules et à les mutualiser dans une démarche finalement de réduction des coûts et de moindre utilisation. Je rappelle un chiffre quand même, la voiture individuelle est immobilisée à peu près 98% du temps. Donc il y a un vrai enjeu de mieux l'utiliser et notamment un enjeu aussi de la valoriser économiquement, puisque quand elle est plus utilisée, elle peut potentiellement être plus valorisée. Donc, en résumé, BPI France se positionne donc sur la mobilité propre et notamment dans le cadre de notre grand plan climat qui vise à faire de BPI France la banque française du climat pour les entreprises et y compris pour celle de la mobilité. Merci beaucoup. Peut-être avec vous, vous pourriez nous donner quelques exemples de villes où vous avez pu mettre en place ce multifilm. Tout à fait. Alors, je vais commencer par l'hydrogène, justement. Je citais la métropole de Dijon. C'est peut-être le projet le plus ambitieux aujourd'hui de mobilité urbaine à l'hydrogène. Et donc, nous sommes Engie en co-investissement avec la métropole sur ce projet. Donc, c'est un projet qui vise à basculer 200 bus et 50 bennes à ordures sur l'ensemble de la métropole à l'hydrogène, avec deux stations, hein, la production à deux endroits, au nord de la ville et au sud. Le premier endroit sur l'UVE, qui est l'unité de valorisation énergétique. Donc, on récupère donc un emplacement avec l'électricité produite par l'UVE et surtout, on a évidemment les bennes à ordures qui viennent là s'alimenter. Et un deuxième sur le dépôt de bus donc de Dijon. Donc c'est un projet qui à terme fera 10 MW d'électrolyse et nous lançons donc la mise en service de la première station en janvier. Et c'est vraiment une ambition de la métropole qui aussi va faciliter la commande publique aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est Angers, Le Mans et Dijon qui vont s'associer pour des commandes de bus, parce qu'aujourd'hui il y a un surcoût évidemment à ces véhicules. Une partie est prise par les subventions, mais en massifiant la commande publique, ça permet aussi de réduire auprès des fournisseurs le coût des véhicules. Voilà, donc ça c'est un bel exemple, je pense, où on a trouvé des partenariats innovants, on a trouvé des montages innovants, chacun apporte ses compétences et on va arriver à lancer ce projet et à prouver que oui, la mobilité hydrogène, ça existe et c'est aujourd'hui qu'on peut la faire. Donc voilà un exemple de projet de mobilité bas carbone. Merci beaucoup Cécile Prévieux. Alors pour conclure cette table ronde avec vous, Bertrand Affilé, ce qui a été dit finalement, c'est une transition, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et j'allais vous dire, est-ce que la question principale du point de vue de la ville, peut-être la ville de Nantes peut être un exemple, c'est la question du modèle économique de ces transitions de ces mobilités décarbonées. Le passage à l'échelle nécessite un coût. On a parlé des infrastructures, on a parlé de l'installation de bornes, d'installation de stations hydrogène. Tout ça, ça va coûter cher. Et pendant ce temps-là, les gens vont continuer à utiliser leurs véhicules qui polluent.
pendant encore un certain temps. Oui, Il certes. faudra garder les deux infrastructures. Alors si on reprend le triptyque, le vélo d'abord, effectivement, les aménagements cyclables ont un coût. Et sur l'agglomération nantaise, sur les 2 mandats, si on compare celui qui vient de se passer et celui qui a démarré l'année dernière, on va passer d'un budget de 45 millions à 115 millions d'euros pour les aménagements cyclables. Donc là, plus que 2 fois plus, c'est quand même assez significatif et je pense que ce n'est qu'un début parce qu'on ne pourra pas financer tout ce qu'on a déjà prévu de financer. Le deuxième élément, c'est sur les transports en commun. Nous, à Nantes, par exemple, on n'a plus que des bus au GNV ou des bus électriques avec les e-bus Way. Et effectivement, on se pose la question de l'hydrogène, de bus électriques qui peuvent avoir un intérêt, notamment sur des petites lignes courtes et qui passent par des secteurs très denses, centre-ville en particulier. Donc la transition est en cours et on sait effectivement que là, on a des surcoûts importants. Quand est-ce que vous pensez que ça sera disponible ? Je ne peux pas vous dire exactement parce qu'on est en phase de réflexion et en phase d'acquisition. On sent bien que l'urgence écologique quand même est de plus en plus présente. C'est vrai que quand on a toute la flotte au GNV depuis les premières expériences en 1997, ça a été aussi un choix à un moment. C'est-à-dire que dans tous nos dépôts, on a du GNV et du coup, il y a une spécialisation GNV, ce qui fait que on va laisser les autres explorer l'hydrogène. Voilà, on ne bascule pas d'un système à l'autre du jour au lendemain. C'est ce que je voulais dire. Il y a un modèle économique. Parce qu'il faut renouveler. C'est des paris. En plus, c'est des paris technologiques. Il faut renouveler toute une flotte aussi, et c'est extrêmement difficile. Et puis le dernier point, c'est effectivement l'alimentation des véhicules, des vélos ou des scooters, on en parlait tout à l'heure, électriques, où là, effectivement, il va falloir qu'on trouve d'abord un modèle économique et puis qu'on accepte de changer notre vision des choses en se disant, voilà, il y a certains endroits, par exemple, à côté de restaurants, c'est pas idiot de mettre des bornes de recharge rapide parce que le temps que les gens prennent leur déjeuner, par exemple, ou leur dîner le soir, ils peuvent recharger leur voiture sans pour autant qu'elle soit toute la journée en fonctionnement autrement ou avec une période limitée qui est celle en gros de l'heure et demie du disque, tout simplement. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous pour ce débat et nous avons rattrapé le petit retard qu'on avait pris, donc je vous propose de nous retrouver pour la prochaine table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.